Chers auditeurs, nous nous retrouvons exceptionnellement pour une émission qui est préenregistrée. Je vous demande d'office de me pardonner. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déçus lorsque nous préenregistrons les émissions, mais là, c'était vraiment difficile pour moi d'organiser ce second entretien avec Lucien Cerise à distance. Donc il fallait que je puisse l'avoir avec moi dans le studio pour pouvoir tenir la promesse que je vous ai faite lors de la dernière émission du 27 juin où je vous ai promis que vous l'entendrez une seconde fois au cours de l'été. Donc, vous l'aurez compris, dans le studio avec moi, il y a Lucien Cerise. Lucien Cerise, merci pour cette 2e heure et demie que vous avez bien voulu m'accorder. Ouais, tout le plaisir est pour moi. Alors, nous allons continuer notre échange autour sur votre livre intitulé « Le suprémacisme blanc ». Peuple autochtone et Great Reset, puisque l'émission du 27 juin était intitulée Le suprémacisme contre la défense des nations. Et je cherchais ainsi à reprendre une partie de votre conclusion, qui est de dire que dans les 4 cas de suprémacisme revendiqué que vous avez étudié, finalement, au prétexte de défendre une ethnie blanche, et on pourra peut-être discuter de ce que c'est que défendre une ethnie, la défense ethnique, eh bien, en fait, on avait conduit à la destruction de ces peuples qui étaient censés être défendus par le suprémacisme. Donc, vous avez fait une étudié 3 suprémacismes. Le suprémacisme ukrainien, qui est à l'origine, finalement, du livre, c'est en suivant vos réflexions sur les amitiés entre les régiments, enfin, les structures néo-nazies et le mondialisme lors du coup d'État de l'Euromaïdan, que vous avez commencé votre travail sur cette question. Est-ce que le suprémacisme et le mondialisme sont réellement incompatibles ? Et puis ensuite, vous avez voulu vérifier que ce que vous observiez en Ukraine était valable dans d'autres cas, et donc vous avez pris le temps, et je renouvelle en fait ma recommandation faite aux auditeurs il y a 2 mois. Il faut lire votre livre parce que vous prenez le temps de faire donc 4 études de cas, une sur l'Ukraine, une sur le suprémacisme blanc en Afrique du Sud, une sur le suprémacisme blanc à travers le Ku Klux Klan, et la 4e étude de cas, évidemment, le régime nazi. Et donc, j'invite les auditeurs à se procurer votre ouvrage, qui est tout à fait passionnant et permet de réussir à définir les limites et distinguer ce qu'est le nationalisme, la défense de sa nation, et puis le suprémacisme. L'un restant en fait la revendication de la suprématie finalement d'un peuple sur le territoire qu'historiquement il habite. Et puis le suprémacisme tel qu'il est revendiqué dans les 4 cas que vous avez utilisés, qui finit en fait par considérer que cette ethnie étant supérieure aux autres, il est légitime qu'elle domine d'autres ethnies sur leur propre territoire. Est-ce que j'ai bien résumé la distinction entre nationalisme et suprémacisme ? Est-ce que j'ai bien compris ? Je vais prolonger. Oui, non, en fait, effectivement, le point de départ de ce livre, de cette étude sur le suprémacisme blanc, c'est l'Euromaïdan, donc le coup d'État en Ukraine, qui a eu lieu pendant l'hiver 2013-2014, qui m'a d'abord inspiré un livre spécifiquement sur les événements, donc qui a été dont on a fait une nouvelle édition d'ailleurs cette année. Et donc en fait, ce livre sur le suprémacisme blanc est en quelque sorte un bourgeon, de la curiosité
hostilité que j'ai éprouvée pour le nationalisme ukrainien, qui donc en fait bénéficie d'une véritable complicité du système mondialiste, les médias, mais aussi le monde politique. On le voit encore aujourd'hui, particulièrement en ce moment. Voilà, et en fait c'était déjà visible pendant l'hiver 2013-2014, et c'est devenu, mais vraiment maintenant ça crève les yeux quand on voit effectivement BFM TV qui pleurniche sur le régiment Azov. Oui, il y a des contradictions étonnantes. Voilà, mais tout évidemment en laissant de côté les tatouages de croix gammées, etc., et tout l'attirail, un peu tout le folklore politique. Oui, puis les prises de position. Enfin, il y a quand même eu, c'était rappelé lors de la dernière émission, des revendications d'extermination des populations en place si elles ne se soumettaient pas aux doctrines Azov. Donc c'est quand même, en France, on va en prison pour beaucoup moins que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait tâche, évidemment. Enfin, je veux dire, dans l'idéologie des droits de l'homme. Aujourd'hui, donc en France, là, c'était il y a encore récemment, on nous parlait du Veldiv, du devoir de mémoire, et que il faut se sentir encore coupable. Mais bizarrement, les nationalistes ukrainiens, eux, n'ont pas besoin de se sentir coupables pour l'extermination des Juifs en Ukraine, à laquelle ils ont participé. C'était notamment Babi-Yar, un massacre qui a eu lieu dans la banlieue de Kiev, toute la thématique de la Shoah par balle, etc., etc. Ils sont exemptés, en fait, en quelque sorte. Ils sont exonérés, les nationalistes ukrainiens, pourtant dont l'idéologie cultive la mémoire du Troisième Reich, s'inspire de gens qui ont travaillé main dans la main avec le Troisième Reich en tant que force de supplétifs. Eh bien, ils sont exonérés de tout devoir de mémoire. Voilà. Pourquoi ? C'est un miracle, oui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont anti-russes. C'est-à-dire que vous avez, en fait, tout vous est pardonné du moment que vous êtes anti-russe. Idem avec les djihadistes. C'est un djihadiste qui fait le djihad en Syrie contre Bachar el-Assad sera considéré comme un rebelle modéré. Ce sera renommé. On renomme Al-Qaïda en Al-Nosra, on renomme, etc. Donc tout ça c'est tout le travail en fait de reformulation, de management des perceptions, pour utiliser un terme un peu technique d'ingénierie sociale. Management, ça va vous coûter cher, c'est un mot anglais. Ça vient du français. Orientation. Gestion des perceptions, gestion de la réputation. Donc tout ça, ce sont des notions en fait qui sont très présentes dans la recherche en guerre économique, en marketing, etc., en mercatique, devrais-je dire. Alors management, ça vient du français quand même, donc on peut dire management, avec un accent français, et ça passe beaucoup mieux. Vous pouvez tricher. Mais donc il faut effectivement produire en fait une image convenable pour l'opinion publique occidentale des nationalistes ukrainiens qui en fait sont des suprémacistes blancs qui considèrent que ils appartiennent à la race blanche, contrairement aux Russes qui sont une sous-race. Qui sont une sous-race donc qui méritent l'extermination. Oui. Enfin, au même titre que il y a maintenant 60 ans, les Juifs. Alors, je permets de rappeler quand même aux auditeurs qui seraient un peu chatouilleux, ça n'est pas mes convictions. Je projette juste le discours qui est tenu face caméra par des ressortissants des régiments Azov et autres groupuscules néo-nazis en Ukraine. Et puis, c'était exactement ce discours qui était tenu par les nazis, c'est-à-dire qu'on considérait que les gens n'étant pas de race aryenne, et particulièrement les juifs, méritaient une extermination. Voilà, et que c'était à ce prix que l'Allemagne pouvait se relever. Donc on est quand même sur des discours, on ne peut pas en même temps pleurer sur le Veldiv et tresser des lauriers de saints aux opérateurs des régiments Azov et leurs camarades des milices privées. Comment s'appelle l'autre? Donc vous nous expliquiez que la différence entre les deux, c'était le dosage de drogue. Pravisector. Oui. Voilà. Oui, voilà. Alors bon, on voit bien effectivement. C'est un petit peu comme Hitler en réalité, qui était tout à fait, acceptable dans les années 30, et puis qui du jour au lendemain, est devenu effectivement un affreux Jojo, mais qui malgré tout était encore
d'ailleurs sponsorisé par la City via la BRI, la Banque des règlements internationaux. Ça, je le rapporte dans mon livre sur la guerre hybride de l'OTAN en Ukraine. Mais bon, en fait, c'est un peu c'est vrai que ce livre sur le suprémacisme blanc est vraiment dans la continuité de celui sur l'Ukraine. Mais j'ai rajouté effectivement 3 chapitres. Donc l'un sur sur la Confédération sudiste, les États du Sud, et le Ku Klux Klan et les organisations de white supremacistes autour du Ku Klux Klan, parce que ce n'était pas la seule, même si c'est la plus connue. Et puis par curiosité, voilà, je me suis penché, je me suis demandé, mais en fait, surtout pourquoi en fait les institutions ou les organisations qui se réclament du suprémacisme blanc échouent tout le temps à protéger les blancs. En fait, c'est là donc en Ukraine, on le voit, puisque les nationalistes ukrainiens arrivés au pouvoir donc en 2014, ont commencé à tirer à l'artillerie lourde sur leurs propres compatriotes, en estimant qu'ils étaient d'une autre race inférieure, qu'ils étaient des Russes et non pas donc des Ukrainiens, c'est-à-dire des Occidentaux. Je peux tout de suite parler de Dmytro Dontsov parce que il y a une question d'auditeur effectivement. Alors on a repris certaines questions d'auditeurs de la dernière fois que vous avez jugées passionnantes parce qu'elles pouvaient nous permettre d'approfondir. Donc un auditeur qui nous disait, dans les conflits actuels en Ukraine, quelle est l'influence intellectuelle de Dmytro Dontsov, oui. Il est considéré comme le fondateur du nationalisme ukrainien darwiniste en Pologne. Oui, donc en fait, le chapitre justement sur le nationalisme ukrainien dans mon livre sur le suprémacisme blanc commence par un commentaire de l'œuvre de Dmytro Dontsov. Oui, dont on a lu un extrait effectivement lors de la dernière mission. Et qui s'inscrit alors dans la continuité donc du pangermanisme völkisch, c'est-à-dire le recours à l'irrationnel, la méfiance vis-à-vis de la pensée rationnelle. Parce que la pensée rationnelle a des vertus, on pourrait dire, je dirais de doute cartésien, et donc si vous voulez fanatiser vos troupes, il faut absolument leur ôter tout doute sur la justesse de la cause pour laquelle ils se battent. Donc là, on voit que le nationalisme ukrainien de Dmytro Dontsov, puisque c'est vraiment lui le père fondateur sur le plan intellectuel, est en fait un outil de radicalisation des comportements dans le but de faire la guerre à la Russie, et uniquement cela. Et il précise pourquoi, parce que les Ukrainiens ne sont pas des Russes dans sa théorie, dans sa théorie raciale, puisque en fait, il s'inspirait aussi un peu de tout l'environnement intellectuel de l'époque, Gobineau et en fait tout ce qui était, le génisme était à la mode à l'époque. Donc en fait, Dontsov est un homme de son temps sur le plan des idées. C'est quelqu'un qui a une culture très large, qui a lu aussi la psychologie des foules, Gustave Le Bon. C'est quelqu'un de très valable sur le plan intellectuel, du point de vue de la culture générale, sauf qu'il est fou, voilà, tout simplement. Et donc en fait, son objectif à travers son œuvre, en fait, c'est d'affirmer que, il le dit clairement, je reproduis la citation, c'est de faire alliance avec tous les ennemis de la Russie, quels qu'ils soient, pour en finir avec la Russie. Et pas simplement s'isoler de la Russie, mais pour en finir aussi, dans la mesure où la Russie menace les Ukrainiens, c'est-à-dire menace les Blancs, par extension. Alors là, on comprend en fait beaucoup mieux, avec cet éclairage qui date des années 1920, on comprend beaucoup mieux les pièges dans lesquels les nazis ukrainiens sont tombés. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tombés dans ils ont vraiment travaillé à permettre en fait l'annexion de leur pays par l'Union européenne et par l'OTAN, qui en réalité sont des organisations qui défendent le wokisme, l'immigration extra-européenne, le LGBT, donc qui logiquement s'opposent et qui le disent en plus, qui s'opposent au nationalisme, à la souveraineté nationale. Et à toute notion de pureté de la race là pour le coup. Tout à fait, totalement. Mais alors, et c'est là où on comprend en fait comment fonctionne de l'intérieur le nazi ukrainien. C'est-à-dire qu'il est convaincu que, en gros, l'OTAN et l'Union européenne étant des organisations émanant de l'Occident, elles ne peuvent pas être mauvaises pour les Occidentaux, c'est-à-dire les Blancs, c'est-à-dire les Ukrainiens.
et que donc on peut en quelque sorte s'allier avec ces organisations qui peut-être à la marge font des concessions au politiquement correct, mais sur le fond sont saines du point de vue d'un nationalisme racial. C'est-à-dire que ethnique. Selon vous, parce qu'on comprend pas cette association, selon vous, leur raisonnement c'est de dire jamais l'Occident. Donc ça prouve qu'ils connaissent assez mal la mentalité occidentale d'aujourd'hui. Jamais l'Occident ne marquera contre son propre camp dont nous faisons partie. Donc même si nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec un certain nombre de doctrines portées par l'Union européenne et on pense aux chars LGBT et ainsi de suite, on ne voit pas trop les personnes du régiment Azov soutenir ce type de doctrine. Ils ne s'attaqueront pas à nous parce que ce qui compte avant tout, c'est l'appartenance à la race blanche occidentale. Voilà. Et alors donc et ça on le retrouve aussi chez les sympathisants. Mais ils n'écoutent pas français, mais ils n'entendent pas les discours tenus à l'Union européenne sur ce sujet. Et en fait, ils ne retiennent que ce qui les intéresse. D'accord. Et en fait, c'est de plus en plus difficile. Il y a une dissonance cognitive croissante entre la réalité et leur rêve d'impérium, leur rêve d'empire européen. Sachant que oui, effectivement, en plus, on peut tracer une filiation entre l'axe Rome-Berlin pendant les années 30-40 et les fondements de l'Union européenne. Ça, je veux dire, je suis pas le premier à le dire, je suis pas le seul, mais effectivement, Walter Hallstein, par exemple, le premier président de la Commission européenne, a été haut fonctionnaire du Troisième Reich. Et il y a beaucoup de commentateurs qui disent effectivement que la Commission européenne, en fait, est une création atlantiste, et évidemment, mais compatible avec la volonté de puissance allemande. C'est très souvent rappelé. Et là, d'où le recyclage facile de cadres, c'est ça, issus de l'Italie mussolinienne ou de l'Allemagne hitlérienne dans les structures euro-atlantistes. Donc de la Commission européenne, mais aussi de l'OTAN. Et l'OTAN, c'est encore plus connu. Ce qui a fourni la base organisationnelle des réseaux gladiaux. Oui, ça vous en avez parlé dans votre c'est-à-dire des réseaux paramilitaires et terroristes de l'OTAN, mais c'est en réalité gérés par essentiellement les services anglo-américains qui avaient fait la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était des gens qui étaient donc entraînés déjà, qui avaient une culture des armes à feu, etc., etc. Donc c'était très facile. Enfin, je veux dire, c'était la continuité. Qui ont été conservés, restés dormants aux marges de la Russie, dans une optique de guerre froide et peut-être réactivés à la fin de la guerre froide pour des intérêts autres que la défense de l'Occident, peut-être un peu plus la promotion des intérêts américains. Alors, est-ce que vous avez fini de répondre à l'auditeur sur ce fondateur finalement de la doctrine nationaliste ukrainienne, ou vous voulez approfondir? Oui, globalement oui. On pourrait continuer, mais là, le fait que, par exemple, qu'effectivement, cette tournure d'esprit, cette tournure de pensée, cette espèce de raisonnement plus exactement, qui consiste à dire que les blancs ne peuvent pas jouer contre leur camp, quel qu'il soit. En fait, on le retrouve justement dans l'apologie du transhumanisme, que l'on retrouve aussi dans les milieux du suprémaciste blanc. C'est-à-dire que la technoscience étant l'expression du génie créatif, du génie culturel des blancs, ça ne peut pas avoir de conséquences négatives pour les blancs. Ils en ont le contrôle, ils en ont le pouvoir. Voilà. Alors, on continue avec les messages de nos auditeurs. Il y en a un que vous souhaitiez particulièrement traiter parce que il aborde, selon vous, toutes les difficultés en fait à bien comprendre ce qu'est le suprémacisme. Donc nous quittons le suprémacisme ukrainien, dont on comprend que l'élément clé c'est finalement l'adversaire russe, et c'est sur cet adversaire que se fait l'alliance avec l'Occident atlantiste. Et nous allons maintenant aller à la question du Ku Klux Klan. Donc, commentaire de cet auditeur. Le Ku Klux Klan des origines a été fondé pour effrayer les esclaves nouvellement libérés à la fin de la guerre de sécession, afin de protéger les Blancs des viols et pillages. À lire, donc je suppose, ça doit être traité dans Le Blanc Soleil des Vaincus, Dominique Wegener. Nous sommes bien loin du transhumanisme.
Oui, alors justement, en fait, c'est le lecteur, l'auditeur, je veux dire, en fait, pointe, traduit le malentendu de beaucoup de gens sur ces questions-là. C'est-à-dire que il ne se pose pas la question que je me suis posée, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Parce que c'est ça la question que je me pose. Je ne porte pas de jugement, en fait, dans un premier temps. Enfin, j'essaie de traiter les choses de manière scientifique. Est-ce que le Ku Klux Klan a marché pour protéger les blancs aux États-Unis? Bah non. Tout simplement. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu trois. Quels étaient les objectifs? Est-ce que vous pouvez rappeler pour les personnes qui n'ont pas travaillé ce sujet, les objectifs annoncés par le Ku Klux Klan, revendiqués, et quels ont été les résultats? Alors, donc, en fait, il y a eu deux grands moments, enfin deux grandes étapes du Ku Klux Klan. Donc celui des origines, qui est une émanation directe de la Confédération sudiste. C'est-à-dire que les fondateurs avaient fait la guerre. C'était des généraux sudistes, et donc il n'a pas duré très longtemps. Il a duré 5 ans. Et ensuite, il a été dissous officiellement. Cela dit, d'autres organisations du même type, avec des cagoules, etc., ont pris le relais. Donc ça, en fait, la question que je me pose, au-delà du Ku Klux Klan, qui est en fait un acteur individuel, c'est pourquoi l'esprit sudiste n'a pas réussi à se maintenir au-delà d'un siècle en réalité, puisque ça commence avec donc la guerre de sécession, la guerre civile américaine. Ensuite, donc il y a ce premier Ku Klux Klan qui espère être une résistance, en fait. Pardon ? Espère être une résistance. Oui, enfin qui espère en fait, en quelque sorte, faire durer, essayer de faire durer l'esprit sudiste. Bon, ensuite il y a eu des concessions des nordistes, avec les lois de Jim Crow qui ont autorisé la ségrégation, avec le slogan séparés mais égaux, donc tous égaux devant la loi, noirs et blancs égaux devant la loi, mais autorisation de vivre séparés. Voilà, et ça a duré jusqu'en les années 60. Et donc dans les années 60, le mouvement des droits civiques, mené par Malcolm X ou Martin Luther King, obtient l'abolition totale de la ségrégation dans les États du Sud. Mais bon, la question que je me pose plus globalement, en fait, c'est pourquoi ni le premier Ku Klux Klan, ni le deuxième, qui était le plus puissant, qui est recréé en quelque sorte après une sorte de pause pendant la Première Guerre mondiale, qui est recréé en fait en reprenant exactement les termes du premier et qui va exister avec un franc succès ils auront à peu près 5 millions d'adhérents dans les années 1920-1930 et 5 millions d'adhérents, faut se rapporter ça en fait à la population de l'époque, à la démographie de l'époque. Donc c'était très important. Donc en fait la question que je me pose à chaque fois, c'est en fait pourquoi les suprémacistes blancs n'arrivent jamais en fait à faire durer leur régime et surtout en fait à le protéger légalement, institutionnellement. Et parce qu'on voit que par exemple, l'apartheid en Afrique du Sud n'a pas réussi non plus à durer. Non. Voilà. Le Troisième Reich, c'est encore pire. Enfin, je veux dire, ça devait durer 1000 ans. Bon, on est loin du compte. 945. Oui. Donc, et puis voilà, le suprémacisme blanc ukrainien, là, en fait, est en mauvaise passe en ce moment, et à mon avis ne durera pas au-delà de 2022, puisque l'objectif annoncé de l'intervention militaire russe était de démilitariser et dénazifier. Voilà, donc les choses sont claires. Et à chaque fois, la question que je pose, c'est est-ce que c'est à cause d'ennemis trop puissants ou est-ce à cause de défauts internes? Ce qui est important aussi à prendre en compte. Et donc, sur ce Ku Klux Klan, qu'est-ce que vous avez identifié comme faiblesse interne qui peuvent expliquer qu'il n'est pas tenu? Eh bien, premièrement, en fait, il y a un dénominateur commun que j'ai retrouvé dans les 4 suprémacismes blancs étudiés, c'est une toile de fond occultiste.
C'est bizarre, hein, au début, voilà, on s'y attend pas, mais c'est un fait. Voilà. Alors c'est bien connu pour le Troisième Reich, évidemment. C'était essentiellement Himmler et la SS qui faisaient des cérémonies au château du Wewelsburg, et puis il y avait toute un ésotérisme nazi, qui était bien réel, qui exprimait des convictions profondes. C'était une foi. Comment ? C'était une foi. Oui. Enfin, c'est en fait un néopaganisme, donc anti-chrétien et anti-juif, et qui en fait puisait ses sources, qui estimait que, en gros, il fallait revenir, que le néopaganisme était nécessairement occultiste, avec des prolongements, des racines dans tout l'héritage indo-européen. Bon, on va pas en discuter là. Tout ça est bien connu. Ça ferait l'objet d'une émission complète. Et donc mais on trouve aussi ça dans le premier Ku Klux Klan, celui qui n'a duré que 5 ans là, au 19e siècle, et dans le second Ku Klux Klan, les deux étaient des groupes de francs-maçons en réalité. D'accord. Avec des pratiques religieuses occultes. C'était pas juste l'occasion de débats enfiévrés autour d'une bière. C'est après je ne suis pas en secret des loges, je ne sais pas exactement ce qui s'est dit, mais on peut se faire une petite idée puisqu'il y a deux francs-maçons bien connus du premier Ku Klux Klan, qui sont Albert Pike et Judah Benjamin, qui étaient en fait, et plus exactement en fait des membres plutôt des membres de la Confédération sudiste, qui sont à l'origine de toute façon de la fondation du premier Ku Klux Klan au niveau opérationnel. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu la guerre de sécession, il n'y aurait pas eu le KKK comme émergence, comme bourgeonnement, puisque les gens n'auraient pas fait connaissance et ne se seraient pas liés à ce point pour en fait avoir le projet de pérenniser l'héritage du sudisme dans une organisation particulière. Et quel était cet héritage du sudisme qui était si important et si vital pour le Ku Klux Klan ? L'esclavage ? Oui, entre autres, oui, mais là, encore une fois, je ne sais pas. Je ne parle pas, en fait, du projet du positif. Contenu, oui. Je me pose la question, pourquoi ça n'a pas marché? Et en fait, j'ai l'impression, je pense, c'est une hypothèse, mais que j'étaye, dans le livre, et que j'essaie de démontrer, c'est que, il y a toujours ce rapport à l'occultisme qui vient, en fait, pourrir, en quelque sorte, un projet qui pourrait être nationaliste, c'est-à-dire une affirmation des limites et des frontières. Par définition, c'est ça le nationalisme, et qui dérive dans le suprémacisme, c'est-à-dire dans un expansionnisme sans limite, c'est-à-dire dans une hubris, au sens grec, et donc dans un esprit transgressif du fait justement de la toile de fond occultiste. L'occultisme étant un désir de transgresser les limites de la condition humaine. C'est ça, l'occultisme, c'est rien d'autre. Il s'agit d'acquérir des facultés, qui permettent de dépasser la condition humaine. Alors, j'arrive à vous suivre. Alors, j'ai lu le bouquin, votre livre, dont je rappelle le titre d'ailleurs pour les auditeurs. Donc là, vous entendez, chers auditeurs, Lucien Cerise, sur son livre Le suprémacisme blanc, peuple autochtone et Great Reset. Et le titre ne le montre pas, mais il s'agit vraiment d'une étude de 4 suprémacismes, je rappelle, donc ukrainien, Afrique du Sud avec l'apartheid, Ku Klux Klan et Troisième Reich, et de voir quelles sont les spécificités du suprémacisme et éventuellement les failles d'origine qui font que jamais le suprémacisme n'arrive à protéger ce qu'il prétend protéger, d'ailleurs en ayant recours à des méthodes tout à fait violentes. Alors, bref. Ce que je souhaiterais donc je vous suis sur la question. Les auditeurs n'ont pas entendu notre premier entretien, donc vous vous rappelez que il y a un élément, c'est que le nationalisme reste à l'intérieur des frontières d'un territoire qui est déterminé et prédéterminé et ne va pas chercher forcément à établir une domination à l'extérieur de ce territoire.
Donc après, il peut y avoir un jeu qui va être de considérer que le territoire où doit s'exercer la suprématie est beaucoup plus large que le territoire d'histoire. C'est peut-être ce qu'on observe pour les Ukrainiens. Peut-être que c'était le cas d'ailleurs pour les néo-nazis, c'est-à-dire qu'ils jugeaient que, pour les nazis, ils jugeaient que le territoire qui devait leur échoir était plus large que le territoire de l'Allemagne, puisque la France n'a jamais été un territoire allemand. Et si j'ai bien compris, parmi les plans, il y avait le contrôle du territoire français. Et russe. Et russe. Et Hitler écrit en toutes lettres, dans le tome 1 de Mein Kampf, dont l'édition originale date de 1925. Il écrit, en gros, nous les Ariens, les Germains, nous avons besoin donc d'étendre notre territoire. Il est trop petit en l'état actuel des choses, et ça ne peut se faire qu'au détriment de la Russie. En éliminant les autres. Alors, on comprend bien cette notion de limite territoriale. Je comprends, en lisant votre passage sur l'occultisme, j'ai fini par comprendre, mais là, dans votre explication, quand vous parlez de l'occultisme amène à transgresser les limites, moi, je voyais la transgression des limites culturelles qui peuvent être imposées par une culture chrétienne, le catholicisme ou le protestantisme, qui est quand même une dérive du christianisme. Et en fait, vous insistez sur la transgression, mais plutôt de ce que j'appelle les limites naturelles, c'est-à-dire vouloir dépasser les limites naturelles de l'homme. Alors c'est vrai que christianisme comme protestantisme essaie de rappeler en permanence aux croyants qu'ils ne sont que des créatures, et donc la créature est inférieure à Dieu. Et vous insistez sur le fait que, par exemple, le Ku Klux Klan voulait dépasser les limites humaines. Et ce dépassement va commencer par leur territoire, et après, est-ce qu'on observe finalement le même effondrement que ce qu'on a pu observer sur un empire comme l'Empire romain, c'est-à-dire que plutôt que de consolider leur suprématie sur un territoire, ils vont chercher à conquérir en permanence des hommes, pour plus dans une optique de pouvoir politique que de consolidation du territoire, et c'est ça qui les tue en fait. C'est un expansionnisme qui va plus vite que leur capacité de contrôle du territoire. Oui, et donc là on peut lire la deuxième question là du lecteur un peu méchant là, qui est donc lui, il insiste en disant qu'on est loin du transhumanisme. Alors vous n'avez pas dit que le Ku Klux Klan était transhumaniste. Non, mais le raisonnement, c'est qu'à partir du moment où on cherche à transgresser les limites naturelles, assez vite, et ça c'est vrai, on peut avoir recours à des pratiques ésotériques et magiques pour pouvoir contrôler l'invisible, avoir une chance qui n'est pas naturelle et s'associer des forces invisibles. Il y en a qui y croient réellement encore aujourd'hui. Et puis le recours à la science. Voilà, et puis donc la question sur Soros là, qui vient... Alors, ensuite, cet auditeur était irrité et il vous dit, à écouter Monsieur Cerise, nous irons jusqu'à croire que l'entièreté du peuple ukrainien est à la botte de Soros. Alors voilà, là, donc, vous pouvez nuancer un petit peu le justement, propos. Non. Oui. Il n'y a pas à nuancer du tout, c'est la vérité. Oui, effectivement. Alors, comment vous expliquez ce... Eh bien, et c'est là où justement, donc, finalement, l'Ukraine a été mise en coupe réglée. Peut-être que vous pourrez expliquer aussi cet effet surprenant qu'un certain nombre d'oligarques qui sont d'ailleurs... juifs, qui ont le passeport juif, israélien, financent des groupes néo-nazis. Oui, alors en fait, il faut oublier en fait les identités là-dedans. On est dans en fait la mégalomanie rendue possible. Oui, mais là on a quand même quelque chose d'incohérent, c'est-à-dire que comment peut-on être juif, se réclamer d'une filiation juive et subventionner d'une manière ou d'une autre des gens qui sont les héritiers des personnes qui ont massacré vos anciens. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont tous affectés par la folie des grandeurs et la mégalomanie. Leur objectif est de dominer le monde. Les nazis ukrainiens comme leurs sponsors, comme leurs parrains chez les oligarques juifs. Et donc, ils se disent, on peut converger en fait sur un projet qui est d'envahir la Russie.
ce qui est exactement le projet, mis en place depuis 2014, avec effectivement des encadrants, des instructeurs de l'OTAN qui sont venus former, armer, militariser l'Ukraine pour en faire une base militaire géante, pour ensuite, dans un deuxième temps, attaquer la Russie directement sur ses frontières. Donc avec effectivement comme chair à canon des nazis qui eux reprennent tout le logiciel, tout le programme hitlérien, voilà, russe, d'accord, voilà, et qui convergent, avec effectivement donc des oligarques éventuellement juifs, qui eux aussi ont pour objectif, caressent le rêve d'envahir la Russie. Et en fait, c'est le rêve occidental depuis au moins le 19e siècle, puisque c'est la Russie. Je rapporte là une citation aussi du fondateur de l'eurasisme, la Troubetskoï, qui disait en fait, la guerre mondiale n'aura pas de fin tant que la Russie n'aura pas été envahie par les Occidentaux. C'est 1/6 des terres émergées, c'est effectivement des ressources énergétiques, etc., etc. Et c'est une culture propre que certains admettent difficilement à leurs frontières. Oui, mais en fait, je pense que même ça, c'est secondaire. En fait, il faut oublier les idées, il faut oublier la culture, il faut oublier en fait les identités. En fait, quand vous êtes au sommet du capitalisme, comme Soros ou comme d'autres, en réalité, tout ça n'a plus guère d'importance. En fait, vous jouez au Monopoly, vous en voulez toujours plus. Oui, c'est l'occupation du territoire. Et c'est que ça qui compte. C'est pour ça que Donc Russie là, on rebascule reste... sur ce que vous appelez l'expansionnisme. Oui. Ce qu'on a retrouvé dans des discours d'un Jules Ferry sur la nécessité de soumettre les autres nations, c'est le pouvoir pour le pouvoir. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que le suprémacisme blanc devient soluble dans le mondialisme. Et dangereux pour les peuples autochtones. Et dangereux pour les peuples autochtones, y compris ukrainiens, compris les Ukrainiens, qui en fait sont aujourd'hui la vraie victime de leur la première victime, donc des oligarques juifs ou pas juifs, qui ont pris leur pays en otage en utilisant les revendications nationalistes, en réalité hitlérienne, sur le modèle hitlérien, sur le modèle de Dmitro Donsov, qui lui-même était sur un modèle racialiste et anti-russe et suprémaciste, avec l'objectif d'envahir la Russie. Donc là, on voit en fait, les petits ruisseaux font les grandes rivières, et on voit converger effectivement des forces a priori totalement hétérogènes et voire antagonistes. Oui. Alors, effectivement, juifs et nazis, a priori, c'est pas fait pour s'entendre, mais qui arrivent à converger dans un projet commun de type expansionniste et donc transgressif. Ennemi commun. Et avec effectivement comme ennemi commun. Et là, c'est toujours, faut toujours rappeler là le coup de génie là de Carl Schmitt. Le geste fondateur de la politique, c'est la désignation d'un ennemi commun. Et effectivement, ça marche à tous les coups. Alors, une question. Quand on parle de peuple ukrainien à la botte de Soros, une partie des Ukrainiens, pas forcément russophiles, préféraient être sous contrôle russe. Je me trompe ou pas ? Il y a un certain nombre, tous ceux de l'Est, là, effectivement, sont... Oui, mais on pourrait argumenter en disant ce sont des Russes. Non, il y a des vrais Ukrainiens... En fait, il y a des gens qui il y a des gens qui disent « Nous ne sommes pas pro-russes, nous sommes russes ». Premièrement. Ceux-là, déjà, eux, ils préfèrent être gouvernés sous contrôle russe. Et les autres qui disent nous sommes ukrainiens. Sous contrôle russe, c'est-à-dire sous leur propre contrôle. Ils sont russes. Et puis il y a ceux qui disent on est ukrainien, mais on est comme les Russes. Voilà, donc pas de problème pour vivre dans une fédération, aucun problème. Ensuite, il y a les Ukrainiens qui disent oui, on est ukrainien, mais on est quand même un peu trop différent des Russes. On aimerait bien avoir une indépendance nationale. Eh bien, c'est très exactement ce que l'URSS a donné à l'Ukraine en 1991. L'Ukraine a été indépendante. Une indépendance de 1991 à 2014. Voilà. Et entre 1991 et 2014, il y a eu la révolution orange, donc première étape d'annexion de l'Ukraine dans le giron euro-atlantiste ou mondialiste même, allons-y, et l'Ukraine a totalement perdu son indépendance en 2014, annexée entièrement, et ce qui a lancé une guerre civile, puisque précisément les opposants à cette annexion mondialiste de l'Ukraine, on dit non, nous on quitte l'Ukraine là physiquement.
hein, pas uniquement par la pensée, pas uniquement avec des bulletins de vote, hein, mais physiquement, nous ne respecterons pas le diktat de ce régime putschiste qui arrive au pouvoir, de manière illégale et que nous n'avons donc pas à respecter légalement. On rappellera quand même que on va comparer ce qu'on peut connaître de France dans les États qui étaient des colonies françaises. L'administration était tenue par des Français. En Ukraine, l'administration est tenue par des ressortissants étrangers. Aujourd'hui, c'est ce que disait François Lejeune lors d'une de ses chroniques. Il disait « Il ne se passe pas, il n'y a rien qui est décidé sans l'aval d'un certain nombre de ressortissants étrangers qui interviennent directement dans les affaires administratives et intérieures de l'Ukraine. » Ah oui, oui. Donc, techniquement, ça s'appelle être sous protectorat ou être une colonie, en fait. Alors, peut-être une colonie partagée entre Américains, Allemands, un peu de Français et Anglais, mais c'est un protectorat à minima et une colonie sinon. Oui, alors, peut-être pas une colonie parce qu'on n'a pas envoyé beaucoup des nôtres s'installer, mais c'est au moins un protectorat. C'est ça, oui. C'est un protectorat. En fait, les vrais dirigeants, effectivement, sont d'origine étrangère, oui. Et ensuite, il s'appuie donc sur, effectivement, toute une administration de hauts fonctionnaires qui, eux, sont donc se disent nationalistes, en réalité néo-nazis. Et puis en dessous, vous avez le peuple, qui lui se partage. Et évidemment, depuis le 24 février, il a du mal, effectivement, en fait, à voir de manière très enthousiaste les opérations militaires. Mais normal. C'est humain, c'est normal. Quand on prend des bombes, on n'a pas envie de se placer sous la protection du type qui nous bombarde. C'est normal. Voilà. Mais il faut encore rappeler que le Donbass, lui, prend des bombes depuis 2014. Oui. Aussi. Donc eux, ils n'ont pas envie de se placer sous la protection de Zelensky. Pas du tout. Ni du régiment Azov. Ce qui est logique. Voilà. qui leur promettait effectivement l'extermination physique. Oui. Il y a des faces caméras, chers auditeurs. Il paraît qu'il y a des... Alors nous sommes français, nous ne comprenons ni le russe ni l'ukrainien. D'ailleurs, je m'amuse beaucoup parce que on entend quand même un certain nombre d'Ukrainiens interrogés sur France Info qui semblent quand même répondre en russe. Donc, pour des gens qui veulent absolument l'indépendance, parler une langue étrangère c'est quand même spécial. Par exemple, les Français, quand ils se plaignaient de l'occupation allemande, ne parlaient pas en allemand, ils parlaient en français. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a en Ukraine des gens qui échappent en fait à toutes ces associations et ces financements? Alors, évidemment, l'auditeur dit à vous écouter, l'entièreté du peuple ukrainien est à la botte de Soros. Alors, c'est peut-être pas les organisations, c'est pas l'Open Society ne contrôle pas tout, mais quand c'est pas l'Open Society, c'est des gens qui partagent les mêmes doctrines en fait. Totalement, puisque l'OTAN a fait divers communiqués pour dire que l'alliance militaire soutenait les valeurs de la société ouverte. Oui. Donc on peut, et de la diversité inclusive et blablabla et tous les éléments de langage qui circulent dans les cercles mondialistes. Donc si c'est pas Soros directement, puisqu'il est lui-même impliqué, sa fondation est lourdement impliquée dans les deux révolutions colorées, celle de 2004 et celle de 2014. Il lui-même l'a dit sur les plateaux de télé, sans phare, Oui, il triche pas. Il triche pas, non, il l'annonce. Le problème, c'est qu'on ne veut pas l'entendre. Donc, alors, une autre question de cette. Alors là, c'est plutôt une attaque. Donc, il va falloir que vous Alors, je peux partiellement y répondre, mais votre intervenant est un habile. Son numéro ne fait que révéler la vraie nature traître des milieux qu'il fréquente. Il invente un courant politique qui n'existe pas, le transhumanisme racialiste financé par la CIA. Je ne me souviens pas que vous ayez prononcé ce type mais il fait une synthèse de ce que j'ai dit. Afin d'en séparer la droite radicale d'Internet des authentiques racistes parce qu'il s'adresse au public. Ah oui, donc là c'est des attaques contre égalité et réconciliation, donc au public d'égalité et réconciliation qui achète ses livres. Donc d'accord. Donc est-ce que vous pouvez répondre à ça? Alors oui, donc comprendre les nuances. Oui. Pour nuancer. Donc là, il estime que j'essaye manifestement, si je comprends bien ce qu'il dit, j'essaye de semer la zizanie.
Parmi, oui, parce que vous voulez plaire. C'est vrai que Égalité et Réconciliation a un public divers. Donc, il y a une partie, des classes. J'aime pas ce terme-là de nos compatriotes musulmans. Ou d'origine immigrée qui suivent de très près les travaux d'Égalité et Réconciliation et qui trouvent certaines réponses dans les travaux d'Égalité et Réconciliation. Alors je ne suis pas toujours d'accord avec Égalité et Réconciliation, mais du coup, comme ils parlent à cette population, on leur reproche souvent de trahir le nationalisme. C'est vrai. Oui, mais bon, en fait, la partie intéressante de la question, comment dire, là, en fait, c'est une attaque personnelle, puisque je participe, je collabore, je coopère avec Égalité et Réconciliation, et donc là, l'idée, c'est que, en fait, c'est un faux nationalisme, en fait, qui, en fait, pratique la taqiyya et qui fait, en réalité, qui pratique la dissimulation, qui fait avancer l'islamisation de la France avec un masque de nationalisme français. Enfin, je pense que c'est ça qu'il entend. Mais bon, voilà. Donc parce que vous dénigrez le suprémacisme. Si j'ai bien compris, oui, c'est ça. Alors, donc en fait, bon, le problème, c'est que je n'ai pas besoin de dénigrer le suprémacisme blanc pour qu'il ne marche pas. Il le fait tout seul. Enfin, je veux dire. Effectivement, Hitler n'a pas attendu que je naisse pour se lancer dans une guerre suicidaire sur deux fronts. Personne ne fait jamais ça. Je veux dire, du point de vue de la polémogénétique, du point de vue de la théorie de la guerre, se lancer dans une guerre sur deux fronts. Enfin, je veux dire, on fait pas plus idiot que ça, quoi. En fait, surtout, bon, vu ce qu'il y avait en face, quoi. Donc voilà, bon, ça c'est un exemple en fait de basculement dans la folie et dans l'irrationnel, justement à cause d'un profil psychologique instable, qui romantique et en s'imaginant que par la magie et la passion on dépassera les limites. Voilà. Limites qui nous ont été montrées par l'histoire, c'est que les guerres ne peuvent pas se remporter de cette manière-là quand on affronte en même temps deux grands adversaires. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, ce qu'on voit, c'est que dans la tendance, on pourrait dire pan-germaniste du suprémacisme blanc, il y a donc cette toile de fond occultiste, mais qui elle-même vient du romantisme. C'est le romantisme, c'est quoi ? C'est le culte des émotions. Oui, la passion va surmonter les limites. À la fois de la société et puis parfois les limites humaines. C'est ça, c'est un volontarisme sans limite. Et ça, ça rejoint tout à fait ce que Dmytro Dontsov théorise. Et qu'il essaye d'imposer comme forme intellectuelle à son peuple. Au peuple ukrainien. C'est-à-dire c'est ce type de nationalisme qui s'oppose totalement, par exemple, au type de nationalisme d'un Maurras, qui lui justement a essayé de produire une version très cartésienne, très versaillaise, très très rationnelle du nationalisme, adapté à ce qu'il estimait être l'âme profonde du peuple français. Bon, et Dontsov fait une espèce d'importation du nationalisme pan-germaniste allemand aux Ukrainiens. Bon, sans se poser la question de savoir si c'était vraiment dans la tradition slave, déjà, premièrement, et sans se poser une deuxième question peut-être encore plus importante, est-ce que c'est viable, y compris pour les Allemands ? De fait, l'histoire a montré que ce n'était pas viable. C'était pas viable. Il y a une question à laquelle je souhaiterais que vous répondiez, parce que vous n'y avez pas répondu lors de notre premier entretien. Comment vous distinguez, et on accordera quelques secondes au technicien qui veut nous passer une petite annonce spéciale pour Radio Courtoisie. Les auditeurs, eux, peuvent méditer sur le sujet. Quelle est la distinction que vous faites entre eux ? Donc, suprémacisme et nationalisme, on a compris. Mais séparatisme et racisme, qui sont des mots parfois galvaudés. Quel est le sens que vous accordez à ces mots-là par rapport à ce qu'on entend habituellement ? Sur cette question, je vous laisse méditer et le technicien va vous passer une petite annonce spéciale pour le soutien de notre douce et chère radio.
Voici un message de Pierre-Alexandre Bouclet, président de Radio Courtoisie. Chers amis, vous le constatez, depuis près d'un an, Radio Courtoisie progresse. Nos émissions rencontrent de plus en plus d'audience. Notre matinale Ligne Droite réunit plusieurs milliers de personnes chaque matin. Récemment, notre chaîne YouTube a atteint les 100 000 abonnés. Fort de ces succès, nous voulons continuer à faire avancer nos idées en construisant un second studio. Grâce à lui, nous pourrons produire plus d'émissions, avec plus de possibilités techniques, comme l'intégration de reportages à nos libres journaux, ou des émissions filmées, devenues indispensables pour se développer. Nous pourrons également produire des extraits vidéo ou sonores destinés aux plus jeunes, car en ces temps troublés, il faut absolument former et sensibiliser nos enfants ou petits-enfants. Le prix de ce studio, réalisé avec un maximum d'économies, était de 60 000 €. Grâce à votre générosité, nous avons déjà récolté les 2/3. Il ne manque plus que 20 000 € pour inaugurer notre studio à la fin de l'été, mais nous ne pourrons pas franchir cette nouvelle étape sans vous. Si vous êtes un auditeur éveillé, si vous nous soutenez déjà, je vous en prie, ne relâchez pas votre aide et, si vous le pouvez, renforcez-la, éventuellement avec un prélèvement automatique, car vous êtes le fer de lance de notre combat. Si vous ne donnez pas encore, mais que vous appréciez nos émissions, si vous partagez nos valeurs, je vous en prie également, rejoignez les auditeurs militants. Aidez-nous à défendre vos idées et faites un don maintenant. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque à l'ordre de Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous revoici à l'antenne. Alors, est-ce que vous pouvez prendre le temps de nous expliquer ce qu'est, comment vous faites la différence entre racisme, séparatisme, suprémacisme et nationalisme ? Alors là, je m'appuie... C'est très personnel, hein, comme, je veux dire, je ne crois pas que vous en ayez eu. Racisme et séparatisme, c'est pas dans votre livre. Si. Ah bah oui, bah là, le chapitre sur l'Afrique du Sud, sur l'apartheid, ne parle que de ça. C'est vrai, pardonnez-moi. Exact, c'est vrai, pardonnez-moi. C'est parce que j'en ai pas fait le... Oui, mais j'ai pas réussi, moi, à faire le rapprochement avec ce qu'on nous raconte aujourd'hui en France quand on parle de racisme ou de séparatisme. Donc, comment vous faites le lien ? Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Oui, bah alors là je vais citer justement l'exemple sud-africain, oui. qui est un bon exemple. C'est-à-dire qu'en fait, alors il y a donc des blancs d'origine européenne arrivent en Afrique du Sud au XVIIe siècle. Ils sont essentiellement protestants, d'origine hollandaise, germanique, allemand, scandinave et aussi français. C'est pour ça qu'il y a pas mal de noms français aujourd'hui, notamment la célèbre actrice, la grande blonde, Charlize Theron. Et donc voilà, donc ils s'installent là, à l'autre bout, tout au bout de l'Afrique, un peu par hasard, au bout du monde. Et puis voilà, ils font des enfants, ils se reproduisent, et la communauté commence à une colonie, grossir. En fait. Voilà, au départ c'était une colonie, c'était une colonie de la Compagnie des Indes. Au sens premier des colonies, c'est-à-dire que c'était un groupe d'hommes qui s'installaient sur un territoire. Ils soumettaient pas forcément. Là, il y avait Bernard Gandhi, que là, pour le coup, quand ils sont arrivés, cette partie-là n'était pas encore occupée par d'autres peuples. Voilà. Alors, en revanche, ensuite, il faut quand même être un tout petit peu honnête. On entend parfois dire, justement, dans les milieux racialistes, que les Afrikaners font partie des peuples premiers d'Afrique. Faut pas abuser. Ils sont pas nés là-bas. Non. En revanche, ils ont fait fructifier le bout de terre qu'ils ont colonisé, et même Nelson Mandela, après avoir étudié leur histoire, il avait le temps en prison, considérait qu'ils avaient une légitimité à vivre là parce qu'ils étaient là depuis longtemps et qu'ils n'ont pas fait de bêtises. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait... Donc ils ont contribué à la vie à valoriser les ressources naturelles. Là, ils ont été une chance pour l'Afrique du Sud. Voilà. Alors, le problème, c'est ensuite quand ils ont en quelque sorte fait le grand trek, c'est-à-dire qu'ils ont avancé vers l'intérieur des terres. Alors il y a un épisode bien connu de leur histoire là au 19e siècle, mais c'est un petit peu tout le temps en fait. À partir du moment où de toute façon vous vous développez, vous avancez. Si vous êtes au départ une colonie sur le littoral, vous avancez nécessairement vers l'intérieur des terres. Donc en direction. Alors ils arrivent au Cap pour commencer et ils vont en direction du nord, du nord-est, donc vers Pretoria, Johannesburg, etc. Et là ils tombent sur effectivement les peuples premiers, les vrais peuples autochtones, donc les Noirs. Et là ça se passe pas forcément bien. Comme les Blancs ont l'avantage
technique, ils arrivent, alors après moult batailles où ils perdent, évidemment, parfois parce qu'ils sont en infériorité numérique, malgré tout, ils arrivent à, en quelque sorte, coloniser le territoire, parce que c'est vrai que les fusils face aux arcs et aux flèches, ça finit quand même par faire la différence, oui. Bref, mais bon, le système est instable. Fondamentalement, et au XXe siècle, dès le XIXe siècle. Alors au XIXe siècle, alors oui, faut toujours rappeler que il y a une deuxième couche de colonisation, elle qui vient d'Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle population de blancs qui arrive en Afrique du Sud dans la première moitié du XIXe siècle. Et ça ne se passe pas non plus très bien avec les Afrikaners. C'est-à-dire que les Afrikaners se retrouvent. Donc les blancs entre eux ne s'entendent pas. Voilà, ce qui a donc produit deux guerres civiles en quelque sorte entre blancs. Avec les premiers camps d'ailleurs. Pardon ? C'est pas au cours de cette guerre qu'on a les premiers camps de concentration. Voilà, oui. C'est les guerres des bourgs. Donc pendant la deuxième guerre des bourgs, effectivement, les Anglais inventent le camp de concentration parce que les Anglais ont eux-mêmes la supériorité sur les Afrikaners et enferment des prisonniers civils dans des conditions inhumaines. Là, on est sur du suprémacisme, mais anglais. C'est pas racial, c'est national. Voilà, oui. Et là, les milieux britanniques de l'époque, eux sont essentiellement regroupés autour de la fameuse figure de Cecil Rhodes. Le diamantaire là qui a donné son nom à la Rhodésie, qui a donné qui ensuite a qui était lui aussi. Alors c'est là où effectivement encore une fois on retombe sur des réseaux maçonniques. Cecil Rhodes était un franc-maçon qui manifestement se sentait à l'étroit dans son obédience d'origine et qui a éprouvé le besoin de créer lui-même sa propre société secrète, la Table Ronde, avec l'aide donc du banquier numéro 1 de l'époque, à savoir Nathan Rothschild et Alfred Milner et des gens qui venaient de divers horizons ésotériques, notamment la société théosophique Helena Blavatsky. Donc on a trois catégories, même 4 de population au XIXe siècle. En Afrique du Sud. C'est là que l'apartheid se met vraiment en place dans les esprits avant de devenir légal. Donc on a les Noirs, on a les Afrikaners qui eux ont pour référence culturelle le protestantisme calviniste européen en fait. Européen. Voilà, avec une forte identification aux Hébreux, puis avec l'idée de la terre promise, avec une espèce d'analogie entre les Hébreux et puis eux-mêmes en Afrique du Sud, voilà. Un peu comme les pères fondateurs des États-Unis aussi, étaient aussi dans cette mythologie de la terre promise oui, c'est ce que j'appelle le protestantisme continental. Voilà, ou le sunnisme chrétien aussi, l'anglo-israélisme, il y a plusieurs noms. Et donc ensuite, alors les Anglais, eux, avec leur essentiellement leur suprémacisme britannique et leur réseau maçonnique impérialiste, arrivent dans une deuxième couche en fait de colonisation de blancs et soumettre les beurs déjà pour commencer. Les boers qui est le premier nom des Afrikaners. Boer en fait ça vient c'est comme Bauer en allemand, ça veut dire paysan tout simplement. Et donc et puis il y a aussi tous les métis et notamment on pense à Gandhi qui en fait lui n'était ni noir ni blanc mais qui a vécu longuement en Afrique du Sud et qui faisait partie de la catégorie des coloreds, ce qu'ils appellent les colorés en fait. C'est-à-dire en gros tout ce qui n'est ni blanc ni noir en fait. Bon, voilà, c'est les métis, les métis, les Indiens. D'accord. Voilà. Alors, en règle générale, il se trouve que les métis en fait, ceux qui ne sont ni blancs ni noirs, a priori ne posent pas trop de problèmes et sont plutôt faciles à intégrer avec les blancs. Ensuite, les Anglais, eux, sont dans une perspective purement impérialiste et de spoliation des biens. Donc la chaîne alimentaire pour les Anglais, c'est les Anglais en haut, les Boers parce que ça va être de bons valets, les colorés qui sont les métis parce que on peut les intégrer, qui seront des sous-valets des Boers, et puis à l'extérieur de la société, les Noirs. Et qui sont les plus nombreux, qui sont même sur le plan démographique écrasants, qui jusqu'à 80-90%
de la population. Et donc forcément, ce système-là est instable, puisqu'il est hiérarchisé. Les Noirs, par exemple, sont soumis à un passeport intérieur. Ils peuvent pas aller où ils veulent. Ils ont des laissés-passer selon les zones. C'est ça. Voilà. Bon, nous on a connu ça avec le passeport sanitaire, avec des limitations de déplacement, etc. Ils n'ont pas le droit de voter aux élections nationales. Ils ont le droit de voter à des élections locales, mais pas aux élections nationales, alors qu'ils sont soumis aux mêmes lois que les Blancs. Donc là, il y a un traitement. Il y a une inégalité devant la loi. Voilà. Alors après, si on rebascule sur la méthode américaine, officiellement, il y avait une égalité devant la loi. Je suis pas sûre que un délinquant noir américain était traité de la même manière qu'un délinquant blanc, si. On traite délinquant à délinquant. Avec le même CV. Il faudrait pouvoir. Les cas concrets, mais bon. Est-ce qu'il y avait un traitement différencié avec le même CV? Évidemment, si pour un crime, il y en a un qui a commis avant un certain nombre de crimes et l'autre qui en est à son premier crime, c'est normal qu'il ne soit pas traité de la même manière. Mais... Donc voilà, c'est en Afrique du Sud en tout cas, c'est un système qui est instable parce qu'en fait globalement en fait les noirs, les blancs et eux-mêmes subdivisés en deux catégories en fait n'ont pas envie de vivre ensemble fondamentalement. D'accord. Et alors qu'ils sont malgré tout, ils veulent en quelque sorte occuper le même territoire, mais ils ne veulent pas vivre ensemble parce qu'ils sont trop différents et qu'ils n'ont pas envie de se mélanger. Donc ils vont découper le territoire pour pouvoir vivent presque dans les mêmes frontières sur des territoires différents. C'est ça, et donc ils appliquent l'ingénierie sociale. Donc j'étais assez surpris de voir que, ça c'est un sujet qui me préoccupe depuis maintenant une quinzaine d'années, et en fait il y a eu une application historique de l'ingénierie sociale, c'est pendant l'apartheid en Afrique du Sud, pour reconfigurer le territoire physique, et pour donc reconfigurer, selon un plan prédéfini, le lien social, pour que en fait les blancs et les noirs puissent en fait coexister dans le même État-nation, mais sans se croiser, ou le moins possible. C'est assez hypocrite parce que si vous déterminez une frontière entre deux territoires, ça veut dire qu'en fait on a des nations différentes, non? Oui. Alors, mais c'est pour mettre fin à cette hypocrisie que un premier ministre emblématique de l'Afrique du Sud, nommé Hendrik Verwoerd, voulait en réalité donner aux Noirs un pays à eux. Et il voulait aller jusqu'au bout de l'apartheid, en fait, c'est-à-dire faire un apartheid cohérent. Oui, une séparation. Du coup, là, on approche ce que vous appelez le séparatisme. Voilà, sur une base effectivement raciale. Et c'est là où Hendrik Verwoerd venait des Afrikaners, et c'est là où les Afrikaners se sont aussi opposés aux Britanniques, parce que les Britanniques, incarnés par Cecil Rhodes et évidemment ses descendants, ses enfants spirituels, eux n'avaient pas du tout l'intention de se séparer des Noirs. Au contraire, ils voulaient les garder sous la main, parce que c'était une main d'œuvre bon marché. Donc là, on est dans le capitalisme britannique impérial classique, qui en fait se contente de coloniser les territoires, qui essaye qui se contente en fait de piller les richesses locales. En s'appuyant sur une main-d'œuvre locale réduite en esclavage, pour ensuite tout ramener à Londres, et faire fonctionner l'empire britannique de cette manière-là. Et Cecil Rhodes était un vrai patriote britannique, il y a aucun doute là-dessus. Je rapporte son discours emblématique là, un trou de mémoire. Un grand discours qu'il a fait au Parlement sud-africain. Il y a pas de doute sur le fait qu'il était. Il pensait servir la couronne. En gros, la grandeur de la couronne britannique. Est-ce que sur ce point-là, du coup, on peut bien distinguer dans le racisme, vous me corrigez si je me trompe, dans cette affaire-là, vous avez le fameux Premier ministre qui est séparatiste. Il considère que si on veut traiter les Noirs comme les Blancs, ils doivent avoir comme les Blancs un territoire dont ils ont le contrôle. Donc là, on est sur du séparatisme, c'est pas du racisme. Alors, c'est du racialisme. C'est du racialisme. Ou de l'ethno-différentialisme. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a deux races différentes. Mais en fait, ce qui est intéressant avec le raisonnement sur les races, c'est que derrière, on
on pourrait considérer... Bon, bref. Donc là, au départ, on est sur un racialisme. Mais il n'y a pas de justification, en fait, de l'obligation pour l'une des races de dominer l'autre sur un territoire donné. Alors que les Anglais, eux, il y a du racisme dans la mesure où ils considèrent qu'il y a la race blanche d'un côté, la race noire de l'autre, et que la race blanche doit dominer la race noire. Donc là, on est sur une posture raciste. C'est du nationalisme et du racisme. Et du combiné à du racisme. Fin, puisque ça se termine effectivement. Enfin, c'est pas que ça se termine, mais c'est que du mondialisme. Des blancs dominent d'autres blancs qui dominent des noirs. Oui. Sur des territoires qui sont pas les territoires naturels des blancs quand même. En plus. Oui. Donc et effectivement la vision de Verwoerd, donc le premier ministre emblématique là des années 50-60, qui a échappé alors une première tentative d'assassinat, mais qui n'a pas échappé à la deuxième. C'est-à-dire que lui aussi avait des ennemis, c'est comme Kennedy, et il s'est fait assassiner en public et en plein Parlement. Mais parce qu'il avait des ennemis partout, en fait. Il avait des ennemis, évidemment, chez les Britanniques, parce que en gros, c'était la perspective justement des mines de diamants exploitées à bon marché, qui risquaient de disparaître, puisqu'elles étaient autour les zones de Johannesburg et Pretoria, plutôt dans le nord. Donc dans les zones qui auraient été sous contrôle noir. Noir, c'est ça, voilà. Alors que lui et Verwoerd disait très clairement que lui, il préférait un pays plus petit pour les Afrikaners, et puis accorder l'autonomie complète. Alors il y avait une période de transition en fait avec les Bantoustans, mais ça consistait à accorder déjà une relative autonomie locale aux Noirs. Mais le Verwoerd voulait aller jusqu'au bout, et s'il avait été jusqu'au bout, ça aurait été viable, puisque c'était plus de l'apartheid, c'est simplement un pays de blancs plus petit, mais qui vivent entre eux. Et un pays en fait issu de l'Afrique du Sud, des Afrikaners, mais donné aux Noirs qui pouvaient s'auto-organiser entre eux. Le problème, c'est que ça excluait les projet économique le projet de capitalisme de capitalisme d'exploitation, voilà. Donc et puis en plus, si on rajoute effectivement les blancs afrikaners qui voulaient malgré tout garder un grand pays, plus grand que ce qui serait sorti de l'autonomie des Noirs. Et puis les Noirs qui eux-mêmes peut-être nourrissaient du ressentiment, et qui se disaient de toute façon en gros les blancs, les jusqu'au-boutistes. Oui, voilà. Donc en fait quand on est dans la situation de quelqu'un comme ça, on a des ennemis partout, on prend des coups de partout. Mais s'il avait pas été assassiné, il aurait peut-être pu réaliser l'objectif, effectivement, de la scission, de la sissiparité, en quelque sorte, de l'Afrique du Sud en deux entités nationales autonomes et avec des relations de bon voisinage. Ça ne s'est pas fait. Est-ce que ça existe, ce genre de situation où, en séparant les frontières sur des peuples qui se sont... Parce que là, il y a des nations, finalement, qui portent leurs différences sur la peau. Est-ce qu'on arrive, en morcelant le territoire, à une situation de paix ? Est-ce que vous avez un exemple en tête pour les auditeurs de Radio Courtoisie ? Là tout de suite, le problème c'est que c'est parfois ponctuel. C'est ça. Et puis après, de toute façon, il y a toujours des agitateurs pour trouver pour des bonnes raisons conflit. de réécrire les frontières d'une manière ou d'une autre. Après, quand on étudie, c'est à force d'entendre les chroniques de François Lejeune, on comprend que quand il y a une réelle volonté de vivre ensemble, on trouve des façons, des arrangements. On l'observe avec la Russie qui finalement a trouvé tout un système de poupées russes, en tout cas de dispositifs, pour pouvoir vivre de manière relativement pacifique à ses marges. Il y a des dispositifs où les pays sont complètement intégrés à la Russie, où il y a une collaboration administrative, où il y a une indépendance totale et ainsi de suite. Et finalement, on constate que la Russie est un patchwork de systèmes qui lui permettent, c'est une confédération. Et effectivement, c'est jouable. Après, quoique si François Lejeune était avec nous, il insisterait sur le fait que c'est des nations qui sont porteurs, qui sont éthiquement différentes.
Oui. Il y a des ethnies différentes en Russie. Alors, en même temps, bon, les blancs sont largement majoritaires. Ils sont oui, tout à 85%. Voilà. Oui, là, c'est un peu... Et même, il y a des, par exemple, les Tchouvats ne sont pas considérés comme des blancs, mais ce sont des blancs. Enfin, je regardais des photos sur Internet. On ne fait pas la différence. Donc, en fait, on peut dire que les blancs sont 90%. Oui, mais là, on revient à une... Et même les Tchétchènes vont être considérés comme non blancs, peut-être, mais je veux dire, c'est des blancs, les Tchétchènes. Alors, évidemment, plus on descend vers le sud, plus la peau devient mate et les cheveux bruns. Mais Kadyrov, le fameux Ramzan Kadyrov, je suis désolé, il a les yeux clairs, les cheveux blonds. C'est des Caucasiens. Oui, ce qu'on appelle des Caucasiens, là, pour le coup, dans tous les sens du terme. Je crois qu'il nous reste un petit quart d'heure. J'avais je reviens vers nos questions franco-françaises. La question du nationalisme, en fait, c'est pas une question de suprématie raciale, c'est une question de nation. Une nation, c'est pas tout à fait une race, c'est un mélange de familles, d'alliances. Vous pouvez avoir. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs races qui forment une nation? Oui, de toute façon, la Russie est certes une fédération, mais c'est aussi un État-nation. Oui. Et les gens de Vladivostok qui sont asiatiques et qui géographiquement sont en Asie, on peut pas faire mieux, se considèrent comme Russes. Voilà, oui, donc on est vraiment sur quelque chose. Pourquoi alors, en France, quand on revient en France, la vision nationaliste n'est pas compatible avec le multiracialisme. Ouais, en fait, là, c'est la question de le métissage. Les musulmans russes se considèrent comme russes d'abord parce qu'ils sont là depuis des siècles. Ah oui, mais donc vous avez tout de suite dérapé. Vous êtes pas. C'est pas le problème n'est pas racial, il est culturel. On aurait sans doute le même problème si on avait d'unité de la nation, si on avait des Tchétchènes qui s'installaient en France et qui revendiquaient de vivre selon des rites, des coutumes et des lois qui ne sont pas les lois françaises. Donc c'est pas un problème de racisme, le problème qu'on rencontre aujourd'hui en France, le problème d'identité. En fait, non, mais là, on est dans le domaine des faux débats. Non, mais c'est important parce que vous voyez que quand on défend la nation en France, on est rapidement traité de raciste. Oui, mais là, on n'a pas des exemples concrets en fait. En fait, les termes sont vidés de leur sens depuis trop longtemps. Donc en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, l'immigration, quelle qu'elle soit, c'est une immigration de pillage. Et puis c'est tout. En France, j'entends. Voilà, c'est tout. Donc c'est pas supportable, c'est pas un problème de couleur de peau, de confession religieuse. Je connais l'exemple de l'immigration ukrainienne en Pologne. C'est aussi une immigration, qui pose des problèmes. Pourtant ils sont blancs, ils sont chrétiens. Donc en fait c'est le truc, c'est que l'immigration quand elle est massive déstabilise de toute façon le pays d'accueil, forcément, même si c'est des blancs de même culture et qui parlent quasiment la même langue, parce que l'ukrainien c'est 50% de Russes et 50% de Polonais, et entre le polonais et le russe, il y a la même différence qu'entre le français et l'espagnol. Donc on passe de l'un à l'autre assez rapidement. Donc en fait c'est une question de quantitative. S'il y avait, l'immigration de masse, quelle qu'elle soit, déstabilise les pays d'accueil et les pays de départ aussi, puisqu'il y a parce que les pays de départ se vident. Une fuite des bras, une fuite des cerveaux, etc. Donc voilà. En revanche, une immigration au compte-gouttes, sous contrôle, là aussi, d'où qu'elle vienne, en quelque sorte, est assimilable, parce que, moi, j'avais entendu parler de plusieurs exemples, notamment par exemple en Italie, il n'y a pas le phénomène des logements sociaux, des HLM avec des bars à perte de vue, qui sont des vrais ghettos, quoi. Bon, résultat, pendant un certain temps, en fait, les immigrés issus du Maghreb, évidemment moins nombreux qu'en France pour des raisons historiques, de toute façon, en fait, étaient plongés au milieu de la population autochtone, et étaient obligés psychologiquement de se fondre, de s'assimiler, en fait. C'est une assimilation complète. Parce que ils étaient minoritaires. Le problème, c'est quand vous donnez l'impression à quelqu'un d'être majoritaire, alors qu'il est minoritaire. C'est le principe des minorités actives qui essayent toujours d'imposer leur oligarchie, en fait, c'est-à-dire de faire croire à la majorité qu'elle est minoritaire et qu'elle doit donc penser dans les termes de la minorité. Mais ça peut. Est-ce que ça peut passer? Ça passe pas à terme. Le groupe majoritaire ne se soumet pas. Ça n'est qu'une question de temps, en fait.
Après, il faut des organisations, il faut un moyen d'accès au pouvoir. Voilà, sinon, effectivement, c'est le génocide, à petite dose. Alors c'est en fait, pour bien positionner les termes du débat là, à propos de mon bouquin là, dans le premier chapitre, donc je fais un long chapitre, un long premier chapitre. Un chapitre. Je précise très exactement ce que je pense. On soupçonne que ça a dû être votre introduction qui s'est transformée en un chapitre complet. C'est ça. Et en fait, le premier chapitre est lui-même subdivisé en deux parties, en quelque sorte. Une première partie où je me positionne en faveur des nationalismes autochtones, qui en Europe donc sont des nationalismes de type caucasien, de race blanche. La question que je pose, c'est-à-dire que le message que j'essaye de faire passer, c'est que pour défendre les nationalismes autochtones, il ne faut surtout pas regarder du côté des suprémacismes blancs qui ont tous échoué. Et donc il faut changer évidemment de la recette, parce que si les blancs d'Europe veulent survivre, il va falloir qu'ils ne reproduisent pas les erreurs du passé. C'est-à-dire, il faut que justement les exemples entre guillemets, les contre-exemples du Troisième Reich, de l'Ukraine contemporaine, mais aussi des sudistes aux États-Unis, et des africanaires paumés au fin fond de l'Afrique. En fait, il faut prendre le contre-pied. Et ce contre-pied, selon vous, c'est quoi? Et parce qu'il nous reste 10 minutes, donc... Oui, c'est ne pas tomber dans les travers du suprémacisme. Donc éviter la volonté de conquête. Alors c'est-à-dire éviter la psychologie de transgressive. Volonté de conquête. Alors, il s'agit pas d'absolument vouloir être conforme à notre religion traditionnelle, qui est normalement la religion catholique, mais ne pas être complètement dans le rejet, et puis surtout verser dans des pratiques, avant de verser dans des pratiques ésotériques, renseignez-vous déjà sur la religion de votre terre. Voilà. Sans forcément y adhérer, mais et donc ça c'est sur la partie transgression, je dirais religieuse. Et puis si c'est pas la religion, sur les philosophes qui ont fait la grandeur de votre pays, et pas que les philosophes des Lumières. Et puis le dernier point que vous avez traité qui était passionnant, c'est attention à la pulsion de transgression liée à la technoscience. Oui, puisque en fait, il y a une mode depuis 1998 qui associe les milieux identitaires au transhumanisme. Ça a été un peu lancé par Guillaume Fay avec l'archéofuturisme, mais aussi par Michel Houellebecq et Maurice Dantec, deux écrivains donc avec des éléments de science-fiction dans leurs œuvres, et qui ont un peu lancé, ont essayé de faire une synthèse en fait d'un esprit identitaire un peu réactionnaire, c'est-à-dire c'est-à-dire enraciné, mais sans renoncer à un prométhéisme technoscientifique, sur le modèle pan-germaniste völkisch, sur le modèle hitlérien. C'est parce que justement là, quand on lit Mein Kampf, on voit bien que et toute la littérature associée, pas uniquement Mein Kampf, que en fait on voit bien que Hitler était dans ce prométhéisme technoscientique, c'est-à-dire que l'arien, il y a un passage que je cite là dans mon livre là, en fait, où il dit que l'arien est le Prométhée de l'humanité. Et donc en fait il faut, je pense effectivement, éviter tous les leurres, tous les pièges, toutes les sirènes de ce qu'on pourrait appeler un progressisme racial, qui pend au nez, qui menace déjà sur le plan de la cohésion ou de la cohérence intellectuelle certains milieux, certains sympathisants justement du régiment Azov par exemple, en France, ou certains nostalgiques de l'expérience allemande des années 30, qui en fait avec une dimension effectivement romantique, mais surtout prométhéenne. Est-ce qu'on n'a pas une autre dans la transgression des limites, dans un groupe vous avez toujours
c'est la force d'ailleurs d'un groupe, il y a des intelligences, des appétences différentes. Est-ce que dans cette maladie parce que pour moi je trouve qu'il y a une forme c'est une maladie, il n'y a pas une forme de puritanisme, c'est-à-dire que ce qui ne marche pas, c'est en fait, ce qui est différent, c'est ce qui empêche notre belle idée de fonctionner, donc on l'élimine. Donc pour les nazis, c'était les juifs qui étaient les boucs émissaires des difficultés de l'Allemagne. Alors les Anglais, face au beurre, c'est un peu différent, quoique les beurs s'opposaient finalement au projet commercial anglais. Est-ce qu'on n'a pas ce problème-là en France ? Dans le nationalisme, c'est-à-dire une façon, chez les nationaux, chaque fois qu'on trouve une petite nuance chez le camarade de combat en matière de pensée et d'appétence, hop, on cherche à l'éliminer en disant lui, c'est pas un pur. Ah oui. Qui est d'ailleurs une accusation qu'on vous fait à vous. Oui, d'ailleurs, il faudra lire la dernière question là, du lecteur un peu agressif là. Non, mais ça c'est une conséquence de. Enfin, je rapporte la théorie de Robert Putnam sur le capital social. Ça, c'est une conséquence de l'effondrement du capital social, qui est dû justement à une société trop hétérogène sur le plan identitaire. Le capital social, c'est ni plus ni moins que le capital de confiance spontanée entre les individus d'une même communauté. Bon, quand il y a trop de différences internes, en fait, la confiance s'érode. Et en fait, les gens ne se comprennent pas. Voilà. Et alors, avant d'arriver à la paranoïa et à la guerre civile interethnique, il y a une première phase, en fait, d'indifférence à la chose publique, d'indifférence à la politique, et de repli sur soi consumériste, de cocooning. Voilà. Mais dans un deuxième temps, donc ça se traduit par l'abstentionnisme, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, dans les groupes humains homogènes sur le plan identitaire sont très actifs et ont envie de prendre en main leur destin. Bon, là, l'abstentionnisme est la traduction, l'abstentionnisme de masse, comme on l'a vu aux dernières élections, est la traduction d'une société beaucoup trop hétérogène où en fait finalement on ne se sent plus concerné par le destin de la chose publique. Il y a plus de commun. Voilà. Et dans un deuxième temps, il y a la paranoïa qui monte. Voilà, et on commence en fait à chercher des oppositions contrôlées, des traîtres, des infiltrés un peu partout, quoi. Et donc le lecteur là, un peu remonté contre moi là, en fait, tombe dans ce travers, c'est-à-dire qu'il est lui-même manifestement critique de cette société hétérogène, de cette société éclatée sur le plan identitaire, mais lui-même en traduit les symptômes. D'accord. Avec cette espèce de paranoïa généralisée contre moi, mais je suis sûr que je ne suis pas la seule cible. C'est évident. Je n'en doute pas. Alors, il y a un sujet dont on n'a pas traité, c'est que là, vous avez choisi de traiter le suprémacisme blanc, mais est-ce que le suprémacisme noir, ça vous l'avez pas traité, défend correctement les Noirs ? Alors non, en fait je le traite un petit peu toujours en Afrique du Sud, puisque il y a quand même suite à l'apartheid, donc il y a en fait une sorte de gouvernement, de coalition, avec la période Mandela, etc. Bon, qui était quand même quelqu'un de sage et de rationnel. Mais bon, depuis sa mort, on a l'impression que il y a un certain nombre de gens qui se lâchent totalement et qui lâchent en fait un ressentiment accumulé contre les blancs. Et donc il y a effectivement une vague d'épuration ethnique menée par effectivement des brigades de noirs en fait, qui attaquent les fermiers blancs et qui sont parfois soutenus, parfois à demi-mot, mais parfois assez clairement, par le personnel politique, mais le personnel politique noir, et parfois par des blancs qui sont un peu dans l'ethnomasochisme, qui se disent finalement, les noirs ont le droit de se venger après tout ce que nous, les blancs, on leur a fait subir depuis des siècles. Donc voilà, donc c'est partagé, je veux dire. Et ce suprémacisme noir, aujourd'hui est en train de devenir un petit peu l'idéologie implicite de l'Afrique du Sud post-apartheid. Est-ce qu'il y a un suprémacisme noir aux États-Unis ? Oui, mais qui était un peu folklorique. Je veux dire, c'était pas grand-chose. Dans les zones où il a opéré, a-t-il réellement servi la communauté noire ?
il a un petit peu opéré, justement pendant le mouvement des droits civiques, dans les années 50-60. Bon, c'était, je sais pas, un peu autour de Malcolm X mais bon, Malcolm X s'est converti à l'islam, donc ça s'est complexifié, quoi. Enfin, je veux dire, mais il y a effectivement, un peu des mouvements comme ça, mais bon. Et puis, alors si, en fait, c'est vrai que j'oublie trop rapidement ce qui se passe depuis justement quelques années avec le wokisme et effectivement, une tentative de reprise. La montée en puissance, en fait, de noirs qui essayent justement, qui s'appuient sur l'esclavage pour dire nous avons été persécutés par les blancs pendant longtemps. Maintenant, nous allons prendre notre revanche. Donc c'est autour des mouvements Black Lives Matter, sponsorisés. Qui pourrait faire une émission complète. Le technicien m'indique qu'il nous reste 2 minutes, donc je vais rappeler aux auditeurs. Vous entendiez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, Lucien Cerise nous parler des grandes lignes, parce que nous n'avons fait que les grandes lignes de son livre Le suprémacisme blanc, peuple autochtone et Great Reset. Dans cet ouvrage, il vous montre en quoi le suprémacisme ne sert pas en fait la défense des Blancs. Et donc là, il a traité le cas d'un suprémacisme blanc, mais on peut étendre sa réflexion au suprémacisme en général. Donc c'est pas le sujet de cette émission. Lucien Cerise, est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs ? Oui, en fait, le lecteur agressif là m'accusait d'être un altermondialiste, oui, proche des services. Proche des services. Le problème, c'est que les services sont proches du régiment Azov, donc proches de lui en réalité. Aujourd'hui, les services sont quand même beaucoup plus sympathisants des nationalistes ukrainiens que de la Russie. Donc voilà. Et puis ensuite, il m'attaque sur ma physionomie. Si vous pouvez lire juste le petit bout de phrase. Donc sa physiognomie, elle, ne trompe pas. Voilà. Donc c'est-à-dire que mon discours est trompeur. En revanche, ma physionomie ne trompe pas. Donc il a dû voir des photos de moi sur Internet. Et donc là, je suis désolé, mais là, on a affaire à un profil psychologique en fait régressif. Là, c'est pas transgressif, là, c'est régressif. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui vous juge sur votre physique et qui c'est du délit de sale gueule. Et je me demande dans quelle mesure en fait c'est pas une influenceuse sur Instagram qui a écrit ce message, parce que le niveau est à peu près de ce niveau-là, c'est 15 ans d'âge mental. Non, mais c'est une adolescente qui écrit ça. Enfin, je veux dire, juger les gens sur leur apparence physique, je suis désolé, mais ça vole vraiment pas haut. Voilà, donc je voulais en fait remercier en fait cet auditeur finalement pour s'être dévoilé en fait en fin de message et avoir révélé en fait finalement son quotient émotionnel, parce que il y a le quotient intellectuel, il y a aussi le quotient émotionnel qui est celui d'une jeune fille au sens avec l'idéal et le romantisme et la passion d'une jeune fille. C'est ça, voilà, et qui aime se regarder dans le miroir et qui juge les gens par rapport en fait à leur image.